On est allé rendre visite à nos équipes opérationnelles. Ils nous ont répondu « Ah bah c'est pas compliqué, on commence à comprendre un peu comment vos modèles de machine learning fonctionnent et donc on sait dire si ça va marcher avant même d'aller dans le champ. » Et par exemple, ils nous disaient « Là je sais que l'agriculteur a fait tel type d'opération juste avant nous. » Donc par exemple, ça peut être appliqué à un fertilisant qui va avoir un impact sur les laitues. Et voilà, on sait que les modèles vont peut-être moins bien fonctionner, donc on va décider de ne pas aller faire ce champ. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème parce que nous, on connaissait ce cas limite et on avait travaillé dessus, on avait déployé un nouveau modèle qui réglait ce cas limite dont il parlait. Mais l'information avait été mal communiquée et donc les opérateurs n'étaient pas forcément au courant du déploiement de ces modèles et du fait qu'on avait corrigé le problème. Et donc on se retrouve à avoir un impact business sur le fait que la data était méconnue. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Delaunay, Head of Computer Vision chez FarmWise. En sortant d'école d'ingénieur, Arnaud est CTO et cofondateur de Tiresio, entreprise dans la reconnaissance d'images appliquée à la publicité en ligne. Il a ensuite travaillé pendant plusieurs années chez LinkValue, dans la branche data et machine learning, à construire des produits ML dans plein de secteurs d'activité différents. Il a ensuite rejoint FarmWise il y a bientôt 2 ans et dirige aujourd'hui l'équipe machine learning et data engineering. FarmWise, c'est une société qui opère des tracteurs désherbants, fondée en 2016 par 2 ingénieurs français en Californie. Ils font une première levée en 2017, construisent 3 machines opérationnelles en 2018, lèvent une série A en 2019 de 14,5 millions de dollars et peuvent ainsi construire 14 machines de 3e génération construites et déployées dans les champs. En 2022, ils viennent de lever une série B de 45 millions de dollars pour se lancer dans la 4e génération de machines qui sera industrialisée et vendue à travers le monde. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui représente 70 employés entre les USA et la France. Bonjour Arnaud. Bonjour Marc, merci pour l'invitation. Et avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler de FarmWise ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Ouais, bien sûr. Chez FarmWise, on développe des machines agricoles intelligentes pour aider l'agriculteur à faire certaines tâches dans les champs. Notre produit principal, il s'appelle Titan. C'est un désherbeur mécanique pour les cultures de légumes. Donc c'est simple, c'est une machine qui va se déplacer dans les champs de légumes. Par légumes, j'entends les salades, les laitues, les choux, les brocolis, les céleris. Et avec un système de bras robotiques à l'intérieur de la machine et de caméras qui vont capter des images des plantes, la machine va se déplacer et les bras vont se déplacer le long de plusieurs axes. Et avec des lames situées au bout de ces bras qui vont s'ouvrir et se fermer, ces lames situées à quelques centimètres sous la surface du sol, la machine va couper les mauvaises herbes tout en préservant les légumes qui sont présents dans le sol et que l'agriculteur cultive. Par mauvaises herbes, en fait, il faut comprendre, c'est toutes les plantes que l'agriculteur n'avait pas prévu de faire pousser dans le champ. Et elles ont un impact sur le rendement du champ puisqu'elles vont rentrer en compétition avec les cultures pour récupérer les nutriments du sol, l'eau, le soleil, etc. Et donc à la fin, en fait, nos légumes, ils ne seront pas aussi gros que voulu si on laisse ces mauvaises herbes-là. Donc voilà, la promesse finalement de ces machines, c'est de permettre à nos clients, les agriculteurs, de lutter contre les mauvaises herbes sans utiliser de produits chimiques. Et donc sans avoir recours aussi à une main-d'œuvre qui est de plus en plus difficile à trouver. Donc voilà, quelque part, FarmWise se positionne vraiment à la croisée de ces deux problématiques majeures et souvent méconnues auxquelles est confronté le monde de l'agriculture. Le manque cruel de main-d'œuvre, d'une part. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui, partout dans le monde, de trouver des gens prêts à aller faire ces tâches difficiles. Il y a pas mal d'études qui le montrent. Et d'ailleurs, petit aparté, il y a souvent une méconnaissance de la causalité de ce problème-là, de manque de main-d'œuvre. Et d'autre part, en fait, le besoin, la demande qui est faite de réduire l'impact environnemental de l'agriculture. On se rend compte qu'il y a certaines pratiques qui, au nom de la productivité avant, étaient largement adoptées il y a quelques dizaines d'années, et c'est des pratiques qui viennent appauvrir les sols sur le long terme, polluer les nappes phréatiques, et puis même avoir un impact sur la santé des consommateurs. Et donc bref, on demande aux agriculteurs de faire plus avec moins de main-d'œuvre, moins d'impact. Et FarmWise développe des produits pour aider à répondre à cet immense défi. D'accord, et donc ton rôle là-dedans et l'équipe qui est en France ? L'équipe qui est en France, c'est l'équipe Machine Learning et Data Engineering. Et notre rôle, c'est de développer des modèles de reconnaissance d'images qui vont tourner en fait à l'intérieur de la machine, reconnaître les plantes dans les images qui vont être capturées par les caméras qui sont présentes dans la machine. Donc vraiment, notre rôle principal, c'est le développement de ces modèles de machine learning, de reconnaissance de plantes. Ouais.
Tout ce qui tourne autour, évidemment, la partie MLOps, faire en sorte de suivre les performances de ces modèles, suivre la performance des machines dans les champs, vérifier que les opérations se font bien avec la précision nécessaire dans les champs, résoudre les problèmes s'il y en a. Et on va aussi être en charge d'autres parties de la pipeline de la robotique qui touchent à l'image et qui touchent à la donnée. On va parler aussi, par exemple, d'odométrie visuelle. L'odométrie, c'est savoir positionner une machine dans l'espace. Et visuel, c'est juste pour dire qu'on utilise l'image pour aussi positionner la machine dans l'espace. Alors chez vous, la data, c'est le carburant, ces images, donc c'est tout ce qui vous permet de faire vos modèles. Comment est-ce que c'est géré côté acquisition, côté structuration, côté à la fin consommation? Très bonne question. Comme tu le dis, en effet, c'est essentiel la data pour nous. Et donc la data principale, la plus importante, ça va vraiment être ces images capturées par les caméras qui sont présentes dans nos machines. Et cette data, elle va être générée et consommée en temps réel dans la machine pour prendre la décision en temps réel de couper ou non les plantes qui sont repérées. Donc, elle va suivre toute une pipeline, un enchaînement de traitements qui va petit à petit l'enrichir. On va enrichir l'image de la détection des modèles pour savoir où sont les plantes dans l'image, jusqu'à l'activation de ces lames pour tuer les mauvaises herbes. Donc ça, c'est la première partie, en fait. C'est la data acquise et consommée directement en local, en temps réel sur les machines. Cette donnée, on va aussi en extraire une partie et l'envoyer dans notre cloud. On va utiliser les réseaux de télécommunications pour pousser une partie, en tout cas, de cette donnée, une partie de ces images-là qu'on va stocker en base de données pour pouvoir être utilisées. Je pense qu'on en reparlera, mais ça va surtout permettre de pouvoir mettre à jour et réentraîner les modèles de machine learning. Et puis, du coup, de cette data récupérée, on va avoir plusieurs consommateurs, des consommateurs en interne dans l'entreprise, mais également nos clients, parce qu'il y a un intérêt aussi pour les agriculteurs, après notre action dans les champs de désherbage, de récupérer de l'information autour des champs. Donc par exemple, c'est tout bête, mais connaître le nombre de plantes qu'il y a dans le champ, la distribution des tailles des plantes, etc., ça c'est de l'information vachement importante pour l'agriculteur et qu'on va pouvoir aussi redonner à l'agriculteur a posteriori. La taille de l'équipe, c'est quoi ? L'équipe à Paris, on est une équipe de 5 ingénieurs. Donc on va avoir des ingénieurs plus machine learning engineer, et des ingénieurs plus data engineer qui vont nous aider sur toute la partie plus MLOps et traitement de la donnée et des pipelines de données. Donc ça, on est 5 à Paris, mais on va aussi travailler en étroite collaboration avec des équipes qui sont, elles, basées aux États-Unis, des équipes notamment back-end et robotique, qui vont contribuer à tout le traitement de ces données, le stockage, l'accès à la donnée de manière efficace, et également la consommation de ces données. L'équipe robotique va utiliser par exemple de la donnée qui va être générée par nos modèles. L'équipe back-end va nous accompagner sur tout ce qui est structuration de l'infrastructure pour que nous, machine learning engineers, on puisse avoir accès à cette donnée a posteriori de l'action dans les champs pour réentraîner les modèles de machine learning. D'accord, donc sur les 5 ingénieurs qui sont à Paris, il y en a combien qui bossent vraiment sur les algos? Combien qui s'occupent de vous donner la bonne data pour bosser sur les algos? C'est tout simple, on a un data engineer, 3 machine learning engineers, dont un stagiaire qui va travailler sur des sujets un peu plus long terme, des sujets un peu plus recherche, et puis moi qui dirige l'équipe. Ok. Alors c'est quoi votre quotidien, le tien par exemple déjà pour commencer, c'est quoi ton quotidien chez Farmwise? Moi, je vais beaucoup faire le pont parce que c'est pas forcément facile d'avoir une boîte divisée entre la France et les États-Unis, surtout que c'est la côte ouest, il y a 9 heures de décalage horaire. Donc il y a pas mal de communication à faire et d'être sûr qu'on puisse bien collaborer et échanger les bonnes informations entre les équipes ingénieurs et les équipes produits qui sont basées aux États-Unis et nous en France pour être sûr qu'on aille tous dans la bonne direction. Et après, il y a le quotidien de l'équipe, pas que moi, tous les ingénieurs de l'équipe, qui va être finalement partagé en deux dans les responsabilités qu'on a, entre la gestion du moment présent, la gestion de la production, de ce qui se passe vraiment tous les jours dans les champs, et on va dire la gestion plus du long terme, de la R&D, qui est nécessaire pour toujours être sûr d'avoir des modèles performants, des modèles qui sont précis et qui répondent bien aux besoins. Donc, pour être un tout petit peu plus précis, les opérations courantes, ça va être de résoudre des nouveaux cas limites qu'on va pouvoir rencontrer dans les champs. C'est quoi un cas limite? On peut donner un exemple? Ouais, on peut clairement donner un exemple. Ça peut être une nouvelle combinaison d'une plante, d'une type de culture avec une nouvelle mauvaise herbe. Par exemple, là, le céleri avec les orties, c'est quelque chose qu'on n'avait
pas ou très peu vu avant dans l'acquisition, dans les champs dans lesquels on était allé. On peut par exemple avoir un nouveau client dans une nouvelle région qui va nous mettre face à cette situation-là, d'une combinaison de mauvaises herbes plantes qu'on n'avait jamais vues. Et là, forcément, c'est problématique et il va falloir résoudre ce genre de cas limite. Et donc ça, c'est ce que j'appelle un peu la partie moment présent, où il faut être capable d'avoir l'infrastructure et les outils nécessaires pour, déjà, d'une, capter le problème, et de deux, savoir le résoudre le plus rapidement possible. Parce qu'en agriculture, il y a un truc qui est très vrai, c'est qu'on est souvent contraint par le temps. L'action de désherbage, elle doit avoir lieu à un certain moment de la vie de ton champ, de la culture. Et parfois, la météo, elle va aussi faire des siennes et tu vas pas pouvoir dire non, c'est pas grave, je reviendrai dans une semaine quand les modèles seront prêts. Donc, il faut vraiment savoir être réactif, avoir les outils pour être réactif. Donc là, dans le cas qu'on vient d'évoquer, le céleri et les orties, voilà, nouveau client, nouveau cas limite, il vient vers vous, il vous dit ça marche pas, vous avez tué toutes mes plantes. Comment ça se passe exactement ? En fait, on va essayer déjà de comprendre si c'est un problème de données ou si c'est un problème autre. La plupart du temps, ça va être un problème de données. Nous, on va essayer de voir déjà si dans les données qu'on avait réussi à récupérer des champs passés, on n'a pas déjà chez nous moyen de venir augmenter, améliorer nos bases de données, nos jeux d'entraînement, afin d'adapter le modèle, de le réentraîner avec plus d'exemples de ce cas compliqué. Donc là, pareil, il faut développer des outils pour réussir à aller faire cette recherche de manière efficace dans nos millions d'images qu'on a déjà collectées. C'est pas forcément une tâche évidente à faire. Et après aussi, on peut prendre la décision de se dire, il faudrait qu'on aille acquérir plus de données. Donc on a d'ailleurs développé une machine qui est toute petite, facile à transporter et qui est dédiée en fait à faire de la collection de données. D'accord. Et elle va pouvoir nous permettre au maximum d'anticiper des problèmes, donc notamment sur l'ouverture de nouvelles régions. On va essayer d'aller collecter de la donnée pour évaluer notre capacité à aller déployer nos machines dans les nouvelles régions. Donc ça dépend des cas. Parfois, on a de quoi réagir vite. Il faut évidemment après derrière avoir l'infrastructure pour pouvoir réentraîner rapidement les modèles, être sûr que c'est optimisé et que ça va vite et qu'on est capable de ne pas avoir à attendre une semaine que les entraînements tournent, quoi. Ok, donc deux options qui s'ouvrent. Data Discovery, on va chercher dans nos données, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui ressemble à ce cas limite problématique pour essayer de faire en sorte que le modèle s'y habitue un peu plus. Et deuxième option, on refait de l'acquisition de données. Mais là, il va falloir du coup la noter aussi, cette donnée. Ouais, tout à fait. J'allais y venir. Dans notre cas d'usage, on est sur de la supervision. On apprend nos modèles à reconnaître des objets dans des images grâce à de l'annotation qui a été faite en amont. Donc, on a demandé tout simplement à des gens de prendre les images et de dire, voilà, ici, il y a les salades, ici, il y a les kénopodes qui sont des mauvaises herbes, etc., etc. Et la qualité de l'annotation, elle a un impact direct sur la qualité de ton modèle. Et donc, c'est important déjà, dès le début, quand on va demander ces annotations-là, d'avoir un outil qui te permet de contrôler la qualité et de capter au plus tôt et au plus proche de l'action d'annotation s'il y a eu des erreurs. Donc nous, on a récemment migré vers un nouvel outil pour les annotations qui s'appelle Kili Technologies, qui nous offre la possibilité de mettre tout un tas de filets de sécurité autour des annotations qu'on récupère. Oui. Et en plus de ça, du coup, ça c'est aussi un problème auquel on avait été confronté. Évidemment, ce filet de sécurité n'est pas parfait. Il peut y avoir des erreurs d'annotation qui traversent ce filet de sécurité-là. Et on se retrouve avec des jeux de données qui n'ont pas les bonnes annotations. Et donc, si on entraîne un modèle avec les mauvaises annotations, évidemment, on a un modèle qui n'est pas performant à la fin. Et ouais, ça nous est arrivé récemment où il y avait un cas, je sais plus quel type de plante c'était exactement, je crois que c'était la laitue iceberg, où on atteignait un espèce de plafond de verre dans la performance de nos modèles. On avait beau chercher, essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait poser problème dans le design du modèle, dans tous les paramètres qu'on pouvait définir pour l'entraînement. On n'arrivait pas à dépasser ce plafond de verre et en fait, en reprenant l'ensemble du jeu de données, qui est assez conséquent, on a réussi à développer un outil pour aller automatiquement repérer des potentielles erreurs d'annotation dans le jeu de données pour les corriger. Et en fait, ça a été un game changer, de juste corriger ces erreurs d'annotation-là, réentraîner le modèle avec les images corrigées, et ça a eu beaucoup plus d'impact, c'était beaucoup plus efficace que toute la partie recherche autour du modèle, quoi. Ouais, non, les données sont clés, et les outils d'annotation deviennent de plus en plus prépondérants. Donc vous avez choisi Kili Technologies, c'est Kili Technologies qui vous a permis de faire cette analyse-là, et donc d'enlever les mauvaises annotations, c'est ça ? Pas que. Donc eux vont nous permettre de mettre en place des filets de sécurité dès le début, mais nous on a rajouté quelque chose en plus, qui est un peu plus personnalisé, on est un peu plus libre de pouvoir utiliser certains types de modèles pour aller détecter ces erreurs d'annotation dans les images. Donc on vient en fait en deuxième vague venir faire une espèce d'audit de nos jeux de données d'entraînement et nos jeux de données de test, afin de renvoyer, ou en tout cas mettre en lumière les images qui ont des problèmes d'annotation. Ouais. Tu disais, vous avez migré vers Kili, vous en avez testé d'autres, vous utilisiez quoi avant ?
On utilisait un outil qui avait été développé en interne. Parce que c'était il y a 4 ans, je crois, qu'on avait commencé à vouloir annoter en volume suffisamment grand des images. Et il y avait eu un tour de marché, un petit benchmark des outils existants du marché qui avait été fait, et rien ne répondait aux besoins qu'on cherchait, donc typologie d'annotation un peu particulière qu'on voulait de nos images. Il n'y avait aucun outil qui le permettait. Et donc là, pour le coup, voilà, c'est l'équipe back-end aux États-Unis qui avait implémenté assez rapidement un outil qui a fait son temps, il nous a largement servi, il nous a largement été utile, jusqu'au moment où nous, on a aussi complexifié les tâches qu'on donnait au modèle pendant l'apprentissage. On a voulu ajouter plus de détails et on a voulu surtout aussi améliorer la qualité des annotations. Et donc, ça devenait assez lourd de maintenir notre propre outil d'annotation. Et donc, c'est pour ça qu'après, on s'est tourné cet été vers les outils d'annotation. On a fait un autre benchmark et on a choisi Kili à la fin qui répondait bien à notre besoin. D'accord. Et les fonctionnalités qui ont été décisives, c'est quoi sur, par exemple, Kili Déjà, l'intégration. On a tout un univers de services. On est dans une architecture assez microservices qui vont échanger les uns avec les autres pour construire nos datasets, nos jeux de données d'entraînement, pour déclencher les entraînements de nos modèles. Et donc, l'outil qu'on avait développé avant en interne s'intégrait parfaitement parce que il avait été créé dans la logique de notre architecture microservices. On avait besoin que l'outil en question puisse s'intégrer facilement. Donc, il y ait un SDK, une librairie, une API Python bien faite pour pouvoir l'intégrer facilement dans notre architecture globale. Évidemment, que ce soit un outil... une interface utilisateur agréable pour les personnes qui vont annoter et qui soit efficace dans l'annotation, des mesures de la qualité de l'annotation. Donc, par exemple, on peut aller chercher du consensus, on peut aller chercher de la comparaison avec les prédictions du modèle, et évidemment le prix. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une application comme la vôtre ? C'est une bonne question. Il y a énormément de choses qui sont importantes. Si je devais choisir une chose, ce serait, à mon avis, la définition de la mesure de performance, la métrique. C'est ne pas être seulement data-driven, mais plutôt métrique-driven dans toutes les décisions qu'on va prendre et le suivi de nos performances. J'enfonce peut-être des portes ouvertes pour les personnes qui travaillent avec des modèles de machine learning ou avec de la data de manière générale. Mais moi, je l'ai bien senti dans mon expérience chez FarmWise et même avant dans mes précédentes boîtes. Si ta mesure est pas bonne, tu vas pas aller dans la bonne direction et tu vas faire des choix qui vont même t'éloigner de ton objectif final. Ouais. L'avantage pour nous chez FarmWise, c'est que c'est concret comme application. Et donc, à la fin, calculer une erreur, c'est compter les choux-fleurs que tu as tués et les orties que tu as laissées en vie. Ouais. Donc, il y a ce côté-là qui est quand même assez agréable, du fait que ça parle à tout le monde. C'est pas forcément le cas dans tous les cas d'usage. Dans mes précédentes expériences, c'était pas forcément évident d'avoir une mesure aussi concrète. Donc, dans la tâche de détection d'objets, comme on fait dans une image, il y a plein de mesures qui existent pour savoir si ce que le modèle fait est bien ou n'est pas bien. Donc voilà, on peut parler de la précision, le rappel, etc. Ouais. Dans le cadre de votre application, c'est sûr qu'à la fin, toute l'équipe, sa performance, c'est facile de savoir combien est-ce que vous avez effectivement tué de choux-fleurs, etc. Mais si y a l'équipe robotique qui fait quelque chose d'un côté, l'équipe computer vision qui fait autre chose de l'autre, etc., à la fin, finalement, on a une performance collective qui est mesurée dans cette métrique. Comment est-ce que vous gardez vos objectifs, vous, en tant qu'équipe computer vision ? C'est une très bonne question. C'est important d'avoir la mesure globale du niveau de précision qu'on a dans les champs, mais aussi de savoir quelle partie va contribuer à cette mesure, à cette évaluation des performances globales. Et donc, il est primordial pour nous, équipe Computer Vision Machine Learning, de savoir juste la partie détection, qui est une seule partie de l'ensemble de la pipeline, dans quelle mesure elle va contribuer à la performance globale. Et donc, il est clair, comme c'est la porte d'entrée à tout le reste de la pipeline, cette détection, il y a une corrélation très forte entre les performances du modèle, image par image, et la qualité du désherbage qui est fait à la fin. Et donc oui, tu essayes de savoir si le modèle est assez précis, tout ce qu'il va détecter, est-ce que c'est vraiment des plantes, si le rappel est assez haut, est-ce que toutes les plantes qu'on est censé voir dans l'image, le modèle est capable de l'avoir, tout un tas de mesures qui existent, mais il y a des choix à faire dans ces mesures, c'est-à-dire que tu vas essayer de définir aussi qu'est-ce qu'une bonne détection. Si l'objet que le modèle détecte est finalement décalé de quelques pixels, est-ce que c'est toujours détecté ? Il y a plein de petits paramètres comme ça à décider et à définir. Une autre question, c'est est-ce que les plantes que je vois partiellement sur les bords de mon image, est-ce que je suis censé les compter dans ma mesure finale ? Et donc, on voit bien finalement avec l'accumulation de tous ces paramètres-là que la solution, la définition de la mesure est pas si évidente que ça. Et on peut très vite se retrouver avec une mesure qui reflète pas la performance finale de ton modèle. Et donc, tu as une boussole qui indique pas très bien le nord et qui t'amène à faire des mauvaises décisions. Donc, je pense que vraiment le plus important, c'est de réussir à s'accorder en tant qu'équipe
mais aussi en tant que boîte, parce que c'est une décision qui touche le produit, qui touche les consommateurs. Tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut faire au final, quelle est la valeur ajoutée de notre produit, pour s'accorder sur cette boussole, quelle est la mesure qu'on veut optimiser. Oui, et à la limite, on peut même trouver des facteurs à l'extérieur de l'équipe. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être la météo ou même le paysan qui essaye d'une autre espèce ou je ne sais quoi, et des facteurs qui vous échappent, sur lesquels vous serez jugé aussi à la fin, puisqu'on va vous le dire, l'année dernière ça marchait mieux ou ça marchait mieux chez le voisin. Comment vous gérez ces externalités au niveau de votre mesure justement de qualité à la fin ? À la fin, on veut quand même développer des modèles qui généralisent bien, donc qui sont censés être bons dans plusieurs cas d'usage différents. C'est pas évident, mais on va aussi réussir à isoler certains champs et à comprendre pourquoi est-ce que la performance du modèle sur tel champ a été bien moins bonne que ce qu'on a en moyenne. Et donc ça, on va pouvoir essayer d'aller le récupérer et l'expliquer avec potentiellement certaines externalités. Donc ça va être assez du cas par cas. On a aussi développé un truc, on n'a rien inventé, c'est Tesla qui fait la même chose dans son département de véhicules autonomes, il me semble, un système de ce qu'on va appeler des cas d'usage, qui vont nous servir un peu d'ailleurs de test de non-régression quand on va développer un nouveau modèle. C'est essayer d'apporter une granularité supplémentaire à juste avoir le jeu de données d'entraînement et le jeu de données de test. On va rajouter une granularité supplémentaire dans notre jeu de test en créant des groupements d'images qui représentent un cas d'usage business. Donc je parlais tout à l'heure des combinaisons plantes mauvaises herbes, mais ça peut être autre chose. Ça peut être en effet le sol qui est un peu humide ou qui va avoir un aspect particulier. Ça va représenter un cas à lui tout seul. Enfin, il y a plein d'exemples. Et on va créer comme ça ces cas d'usage sur lesquels on va pouvoir sans cesse aussi tester nos modèles. Et donc, quand on a un nouveau modèle qui est prêt, qui par exemple va corriger un nouveau cas d'usage, donc on aura créé ce nouveau cas d'usage et on va évidemment faire en sorte que le nouveau modèle qu'on veut déployer est meilleur sur ce cas d'usage-là. Mais les cas d'usage historiques vont nous permettre de contrôler que ce nouveau modèle-là qui corrige le cas d'usage n'a pas régressé, n'est pas moins bon sur les autres cas d'usage historiques qu'on avait. En fait, vous faites un replay des situations précédentes et vous regardez si le nouveau modèle sur les situations précédentes n'a pas dégradé ses performances par rapport à l'ancien, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et donc voilà, ça s'ajoute aussi à notre batterie de tests, les tests qu'on va avoir habituellement en développement logiciel, les tests unitaires, tests d'intégration. On va avoir un peu ces cas d'usage-là. Il y a souvent beaucoup de débats autour de qu'est-ce que je dois tester quand je fais du machine learning. Ça, ce genre de cas d'usage-là qu'on a mis en place, ça fait office de test de non-régression qui est une nouvelle flèche à notre arc pour vérifier qu'on va dans le bon sens. Et alors, pour creuser justement ce sujet un peu plus loin, tu prenais l'exemple de la voiture autonome qui est un peu similaire là-dessus. Le problème d'un replay, c'est que les décisions qu'on prend au fur et à mesure avec l'algorithme impactent le futur de l'enregistrement. Et donc, si on change l'algorithme, finalement, on se teste sur une boucle ouverte, quoi. L'algorithme n'a pas d'impact sur la suite des événements. Comment est-ce que vous gérez ça sur le cas des plantes ? Nous, c'est un peu différent des véhicules autonomes puisque la détection d'objets qu'on va faire dans les images ne vont pas impacter la trajectoire du véhicule. Et là, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est savoir est-ce que le modèle de détection de plantes a bien fonctionné. Les actions qui vont être menées suite aux détections faites par le modèle, on ne les voit pas apparaître sur l'image parce que les lames vont avoir une action derrière à l'arrière de la machine. Donc finalement, ces cas-là, on n'est pas tout à fait dans le même cas d'usage que les véhicules autonomes. Vous vous arrêtez à la fameuse métrique intermédiaire dont on parlait tout à l'heure, celle de savoir si vous avez bien détecté la bonne plante au bon endroit, quoi. Exactement. Tu as recruté une équipe autour de toi, au moins participé à le faire. Comment est-ce que tu choisis tes computer vision engineers ? Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu recrutes ? Il y a plusieurs choses, évidemment, mais si je devais commencer quelque part, je dirais sa capacité et ses compétences à faire du développement logiciel, tout ce qui est software engineering. Ça, c'est un élément essentiel, surtout quand on développe un produit comme le nôtre chez Farmwise, qui est un produit qui va être finalement assez complexe, où plusieurs équipes d'ingénieurs différentes vont travailler et contribuer à cet outil-là, à ce produit. Il faut que tout le monde parle un peu le même langage. Les ML engineers, les data, le back-end, la robotique, etc. Donc, il faut absolument avoir les bases des bonnes pratiques de développement. Maîtriser les outils de code, versionning de code, être familier avec la CI, tout ce qui va être déploiement, la connaissance des outils de test, les concepts clés de développement, etc. etc. Donc ça, je le mettrais en 1, en fait. En 2, je dirais le côté un peu ingénieur, avoir une capacité à résoudre des problèmes. Donc déjà, à poser le problème, à définir et mettre les hypothèses de façon claire, parce que nous, ça c'est notre quotidien, à résoudre des problèmes qu'on n'avait pas forcément anticipés. Et donc après, savoir prioriser l'exploration, choisir d'implémenter une telle ou telle solution et dans quel ordre les tester, quoi. Et enfin, évidemment, je dirais les connaissances théoriques en computer vision, en machine learning,
ou du moins ça fait sa capacité à comprendre comment les choses fonctionnent. Donc voilà, je vais chercher un développeur, un ingénieur, un mathématicien. Enfin, une développeuse, une ingénieure ou une mathématicienne. Voilà. Ok. Chez vous, vous avez donc un poste tournant que vous appelez on-call, d'astreinte si on parle français. Ingénieur d'astreinte, en gros, computer vision engineer on-call. En quoi ça consiste, en gros? Parce qu'on a du mal à imaginer quelle urgence on va avoir à résoudre concrètement à l'échelle de quelques heures comme ça, pour être réveillé la nuit pour aller résoudre un problème. Alors bon, il y a 9 heures de décalage horaire, donc ça, on arrive bien à l'imaginer, mais concrètement, qu'est-ce qu'il va faire l'ingénieur d'astreinte s'il est appelé en urgence? Oui, alors c'est vrai que c'est pas forcément un concept qu'on a partout. Nous, on est une jeune entreprise, une petite boîte, un système qu'on a développé au cours des années. Donc, il peut y avoir, en effet, comme tu le dis, encore quelques problèmes qui apparaissent dans les champs et qu'il va falloir régler. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que chez FarmWise, on est aujourd'hui sur un système de service, c'est-à-dire qu'on a des propres opérateurs qui vont dans les champs opérer les machines et les agriculteurs, en fait, payent notre passage à l'hectare. La nouvelle génération de machines, et la série B d'ailleurs, va nous permettre de migrer vers un système hybride à la fois de service et de vente de machines. Parenthèse fermée, donc nos opérateurs peuvent faire face à des problèmes dans les champs. Et donc nous, on va, en tant qu'ingénieur d'astreinte, juste devoir être là pour conseiller, assister les opérateurs quand ça arrive sur la meilleure décision à prendre. L'avantage des 9 heures de décalage, c'est que eux, quand ils commencent à les champs le matin en Californie, il est 15h, 16h en France. Et souvent, les problèmes, quand ils arrivent, c'est au tout début du champ. Oui. Donc, on n'est pas réveillé au milieu de la nuit. Mais notre objectif en tant qu'astreinte, ça va de les guider sur potentiellement un changement de modèle ou en tout cas sur la qualité de l'image. On peut leur dire « Ah, mais c'est pas normal d'avoir cette image-là. Il y a peut-être un problème avec la caméra. Est-ce que tu peux pas vérifier s'il n'y a pas un peu d'eau derrière la lentille ?» Des choses un peu bêtes comme ça, autour du modèle. Mais après, on peut aller jusqu'à même potentiellement leur demander de changer de modèle. Si par hasard, on travaille en ce moment sur l'amélioration d'un modèle qu'on n'avait pas encore déployé, ça peut être le moment, si jamais c'est vraiment la seule solution, ça peut être le moment de déployer un peu en urgence un modèle pour permettre aux opérateurs de finir le champ. D'accord. Éventuellement un rollback sur un modèle précédent aussi. Ou un rollback, exactement. Ouais. Ça peut être aussi inversement un modèle qu'on a déployé qui, pour une raison ou pour une autre, avait un problème qu'on n'avait pas anticipé. Et donc, on va évidemment faire un rollback. L'objectif de la nouvelle génération de machines, qui va être destinée à la vente, là, l'objectif, c'est de ne plus avoir aucun problème, ou en tout cas que les problèmes puissent être traités directement par l'agriculteur qui posera la machine. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote ou une opinion à nous partager sur data ? Ouais, je pense que c'est assez important de parler data et que tout le monde dans la boîte puisse parler et comprendre données, parler et comprendre mesures, métriques. La data, c'est pas un outil qui est réservé aux data scientists ou au pôle data de la boîte. Il faut vraiment développer cette culture à l'échelle de la boîte. Et donc, ouais, la petite anecdote que je voulais partager à ce sujet, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps. On est allé rendre visite à nos équipes opérationnelles dans le but de voir avec eux comment est-ce qu'ils percevaient la mise à jour, le déploiement de nos nouveaux modèles, l'impact qu'il y avait sur les opérations, avoir un peu leur ressenti terrain. Et on leur a posé une question toute simple, c'est comment est-ce que vous décidez si oui ou non on peut désherber un champ ? Et là, ils nous ont répondu « Ah c'est pas compliqué, on commence à comprendre un peu comment vos modèles de machine learning fonctionnent, et donc on sait dire si ça va marcher avant même d'aller dans le champ. Et par exemple, ils nous disaient « Là, je sais que l'agriculteur a fait tel type d'opération juste avant nous, donc par exemple, ça peut être appliqué à un fertilisant qui va avoir un impact sur les laitues. Et voilà, on sait que les modèles vont peut-être moins bien fonctionner, donc on va décider de pas aller faire ce champ. » Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème parce que nous, on connaissait ce cas limite et on avait travaillé dessus, on avait déployé un nouveau modèle qui réglait ce cas limite dont il parlait. Mais l'information avait été mal communiquée et donc les opérateurs n'étaient pas forcément au courant du déploiement de ces modèles et du fait qu'on avait corrigé le problème. Et donc on se retrouve à avoir un impact business sur le fait que la data était méconnue, la mesure de performance était méconnue au niveau des opérateurs et il y avait un vrai problème de communication. On en était responsable, c'est à nous aussi de faire en sorte de rendre cette mesure, cette data intelligible et de la partager et de la communiquer à tous les niveaux de la boîte et que les décisions qui soient prises à tous les niveaux puissent être basées sur de la data et pas seulement sur des intuitions qui là étaient des bonnes intuitions mais caduques. Oui, vous n'aviez pas anticipé, vous, en tant qu'ingénieur qui crée l'algo, que les gens allaient en fait s'adapter aux caractéristiques de votre algo, aux cas limites, et finalement, c'est quelque chose qui aurait pu être réglé à 100% simplement en communiquant. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, l'algo est là au service de l'application, et là, on s'était retrouvé dans le cas opposé où finalement,
l'application était au service des limites de l'algo. Alors que nous, notre objectif, c'est que dès qu'il y a un problème, c'est de pouvoir le résoudre afin que ce soit plus un problème et qu'on puisse désherber plus possible de cas d'usage différents dans les champs. Vous avez d'autres usages de la data, en particulier peut-être pour prendre des décisions business, etc., qui ne soient pas justement cette data image dont on parle depuis le début de ce podcast. Est-ce que vous faites comme usage autre ? Ouais, tout à fait. Il y a toute une donnée business, on va dire, qui est importante, du nombre de champs qu'on va faire, la vitesse à laquelle on est capable aussi de traiter les champs, les types de cultures. Donc oui, il y a beaucoup de décisions business qui sont prises dans la boîte grâce à la donnée. Je suis pas forcément, moi, personnellement, le mieux placé pour en parler, mais je sais par exemple qu'au tout début de FarmWise, il a bien fallu commencer par quelque part, et on pouvait pas du jour au lendemain dire on va faire tous les légumes et on va envoyer nos machines dans tous les légumes. Il a fallu choisir un premier type de culture dans lequel on pouvait envoyer les machines, et ensuite prioriser les plantes qu'on allait supporter. Et donc, la data qu'on avait utilisée à l'époque, juste pour la petite anecdote, une donnée publique qui nous a permis de guider notre prise de décision. On a récupéré la donnée du ministère de l'Agriculture américaine, des rapports régionaux de la Californie en l'occurrence, sur la surface occupée par les différentes cultures. On a échangé aussi avec les principaux acteurs du marché à Salinas, c'est la région maraîchère qui est au sud de la baie de San Francisco. Et en fait, on s'est rendu compte que le légume numéro 1 en termes d'hectares, c'était la laitue, et que tout le monde, sans exception, avait au moins un champ de laitue. Et donc voilà, c'est un exemple tout bête basé sur la data, on a pris une décision business de commencer par la laitue. De la data publique. La data publique, en l'occurrence. Ouais. Alors, comment vous gérez le lien avec les opérationnels qui manipulent les machines chez vous ? C'est un lien super important parce que c'est un lien bilatéral, si je peux utiliser ce terme. Ça va dans les deux sens. On va avoir besoin d'eux pour remonter les problèmes rencontrés dans les champs. Donc nous, on va mettre en place plein d'outils de monitoring, de suivi des performances. Donc on va faire remonter des données de la machine pour savoir potentiellement ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Mais on a besoin aussi des opérateurs sur les champs pour nous remonter les problèmes rencontrés et les caractériser un peu plus. Ils peuvent nous expliquer tout ce qui peut avoir eu lieu autour de notre action dans le champ et qui pourrait expliquer la mauvaise performance des modèles, par exemple. Donc on a besoin de communiquer d'eux à nous pour collecter ces problèmes afin de mieux les comprendre et pouvoir les résoudre le plus efficacement possible. Et inversement, nous, on va communiquer sur les nouveautés, sur les déploiements de nouveaux modèles, les cas d'usage qu'on est capable de traiter, les nouveaux cas d'usage sur lesquels on travaille encore. Donc c'est vraiment un lien qui va dans les deux sens. Eux, c'est notre lien direct avec les champs et les agriculteurs. Et nous, on a besoin de les tenir informés de ce sur quoi on travaille et des cas qu'on débloque, entre guillemets, pour qu'eux puissent prendre la décision d'aller ou pas dans tel champ. Et finalement aussi, on a plusieurs outils pour cette communication-là. On va avoir un outil interne qui s'appelle le dashboard qui va centraliser toutes les infos de tout ce qui se passe avec les machines. Mais un outil comme Slack de communication est super important pour pouvoir échanger de manière directe avec les opérateurs. En tant qu'on parle d'outils, est-ce que tu peux nous donner un peu le panel d'outils que vous utilisez, toute la stack technique, on va dire en 2 secondes, sans rentrer dans le détail. Qu'est-ce que vous avez choisi comme outil ? On va avoir en fait un mix d'outils du marché et d'outils maison. On va avoir une grande partie dans le cloud, notre cloud provider c'est AWS, mais après quelques petits outils qui vont nous aider au quotidien. Par exemple, c'est du marché, on va parler de Weights and Biases, c'est poids et biais en français, c'est un outil de suivi des expérimentations qu'on peut faire en entraînement de modèles de machine learning. Ça, c'est super important. Surtout spécialisé pour le deep learning, il me semble. Spécialisé pour le deep learning. C'est vrai que je l'ai utilisé que dans des cas d'usage de deep learning. Mais c'est super important, surtout avec une équipe qui a doublé en taille depuis que j'ai rejoint FarmWise, par exemple, où le nombre d'expérimentations va exploser et on va avoir besoin de suivre un peu ce qu'on a fait et quels étaient les résultats. Bon, un autre exemple d'outil, c'est Redash, que je connaissais pas avant de rejoindre FarmWise, qui est une espèce de metabase qui nous permet directement de faire de la visualisation autour de nos données présentes dans les bases de données. Et puis après, tout un tas d'outils internes qu'on va développer. Un outil de modèle registry, d'être capable de savoir quels modèles ont été entraînés et si je peux les déployer ou pas. Voilà. C'est quoi l'outil que tu aimerais avoir et que tu n'as pas ? Je pense qu'il faut bien choisir ces outils et pas forcément se précipiter sur le premier outil à la mode, tant que tes outils répondent à tes besoins. Et donc là, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a plein d'autres outils qui pourraient nous aider à faire mieux par rapport aux outils qu'on utilise, mais peut-être qu'un problème qu'on commence à avoir, et pour lequel on n'a pas trop d'outils, c'est celui d'avoir une vue globale de toutes les opérations autour des modèles, donc toute la partie MLOps, suivre un peu l'orchestration des tâches qui vont avoir lieu en dehors de la machine. Donc la récupération des données, la création des datasets, le déclenchement des entraînements de nos modèles de machine learning. On a plein de services qui vont gérer différentes parties de toutes ces tâches-là, mais on n'a pas un orchestrateur central pour avoir la vue globale. Et donc peut-être qu'un Airflow ou un Prefect serait bienvenu pour répondre à ce besoin. D'accord. Si c'était à refaire, tu changerais quoi et si tu avais un conseil à donner
pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, monter une boîte, mettre en place une infra data? Cette question n'est pas facile, mais au risque de me répéter, je vais dire que le plus important, c'est vraiment la définition de cette mesure qui va être ton phare et qui va guider tes décisions. Et donc, si c'était à refaire chez FarmWise, peut-être que j'y aurais passé plus de temps au début. Et ça nous aurait potentiellement évité aussi quelques décisions qui n'étaient pas les bonnes. Et donc, vraiment se concentrer sur l'implémentation de cette mesure, enfin la définition déjà, l'implémentation ensuite, pour être sûr que tu as une métrique qui correspond à la valeur que tu cherches à apporter au final dans ton produit. Donc, ouais, vraiment sur un produit basé essentiellement sur du machine learning, c'est la clé. Donc voilà, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais comme toutes les décisions stratégiques et toi, tes choix techniques vont se baser sur cette mesure-là, il faut prendre le temps de bien la définir. Ok, et alors pour conclure, le futur de FarmWise, c'est quoi? Ouais, alors le futur de FarmWise, c'est la 4e génération de machines. Aujourd'hui, la douzaine de machines qu'on a qui tournent dans les champs, c'est la 3e génération. Demain, cette 4e génération-là, le but, ça va être de vendre ces machines, passer d'un système de service à un système hybride. On va continuer à faire du service avec cette nouvelle génération, mais surtout, on va pouvoir vendre des machines à travers le monde. Et là, il faut être encore plus précis, avoir des machines fiables, et que ce soit aussi facile à utiliser pour les agriculteurs que n'importe quel autre type de tracteur qu'ils utilisent dans les champs. Donc ça, c'est le gros enjeu de 2023. Ça va être la vente de ces premières machines-là et faire en sorte qu'elles soient les plus robustes et les plus précises possibles. C'est plutôt un challenge pour l'équipe produit, on va dire interface, utilisateur et compagnie, j'imagine. Oui, beaucoup. Mais nous également, il va falloir aussi que nos modèles généralisent bien. Oui. Et là où il y avait beaucoup de communication et d'aller-retour avec nos opérateurs, là, il y en aura beaucoup moins. Ouais. Donc, il va falloir faire en sorte de gérer aussi beaucoup plus de data, gérer beaucoup plus de cas d'usage et avoir des modèles fiables et performants. Super, merci Arnaud. Merci Marc. Vous venez d'entendre Arnaud Delaunay sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. La semaine prochaine, je recevrai Alexis Frens, Investment Manager chez Elaya, pour nous parler d'investissement dans la data. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.